parler d'un tout autre chose, ça serait de parler retraite, et pour dire que effectivement, dorénavant, vous avez si vous menez des réflexions de retraite, notamment, j'aurais envie de dire, pour les cadres dirigeants ou les mandataires sociaux, vous avez dans la boîte à outils produit retraite un nouveau produit qui est issu de la loi Pacte. Alors, il a fallu des textes et là encore pour que ce soit mis en œuvre. Maintenant, il existe tout à fait. Là, pour le coup, il n'y a pas de période de délai. C'est tout à fait applicable. C'est la nouvelle retraite à prestation définie. Alors, troisième fois où je vous entends penser, j'entends des voix, il faut le savoir, c'est que vous dites, oh là là, prestation définie, très peu pour nous, ça, vous laissez ça pour le 440. Voilà. Alors, première chose, peut-être qu'il y a les entreprises du CAC 40, c'est pas interdit. Deuxième chose, en revanche, non, le dispositif a complètement muté et tout ce que vous savez sur les retraites à prestation définie, ce qu'on n'ose plus dire les retraites chapeau, vous savez, parce que là, on a l'impression que d'un coup, on a des médias qui vont nous tomber dessus. Oubliez-le, parce que ce dispositif n'a quasiment plus rien à voir. Pour globalement, plus grand-chose à voir avec l'ancien dispositif. L'ancienne retraite chapeau, c'était quoi? C'était un système où l'employeur promettait une rente de retraite à prestation définie, il promettait un niveau de rente, mais sous une condition essentielle, c'était que l'intéressé, le bénéficiaire potentiel, termine sa carrière dans l'entreprise. Il fallait qu'il franchisse la ligne au moment où il liquidait ses pensions de vieillesse dans l'entreprise. Ça conditionnait un traitement fiscal et social de faveur. Globalement, pourquoi? Parce qu'on disait, si on a cette condition de présence, tant que le salarié n'a pas rempli cette condition de présence, tout simplement, il n'est pas éligible, donc on ne peut pas soumettre à impôt et à charge quelque chose qui est aléatoire pour lui. C'est un raisonnement. Alors, là, pour le coup, je vous fais grâce de 30 ans de débat sur ce sujet. Un jour, on se réunira à nouveau et je vous expliquerai toute l'histoire au coin du feu. Le système, de toute façon, a été jugé par l'Europe comme contraire au droit de l'Union européenne, et notamment à constater que c'était un frein à la libre circulation des travailleurs dans l'Union européenne, ou tout le moins théoriquement. Et donc l'Europe a dit par une voie de directive, ok, très bien, vous retirez ces systèmes-là et vous les remplacez par des systèmes à droit certain. C'est justement ce qu'a fait la France, conformément à cette directive, et a créé un nouvel article dans le Code des sécurité sociale, la 137.11.2, qui organise un système où l'employeur, alors c'est ça le point qu'il faut retenir, a la possibilité d'établir une promesse de retraite, cette fois-ci, à droit certain, à droit acquis. C'est-à-dire, je fais par un règlement de retraite qui vaut décision latérale, ou accord collectif, on sait que c'est plutôt décision latérale, où j'autorise mes mandataires sociaux, sur les formes du Code du commerce, parce qu'ils ne sont pas salariés, ils n'accèdent pas à un acte collectif. Donc, soit je les autorise pour les mandataires sociaux, soit j'ai un acte collectif pour mes salariés, tous mes salariés, mes salariés cadres, mes salariés cadres dirigeants en fonction de ce qu'on veut faire. Et je leur promets, je leur alloue une retraite, une prestation de retraite à droit certain. À droit certain, ça veut dire que si moi, salarié, je quitte l'entreprise à 52 ans, à 54 ans, à 48 ans, je pars avec l'engagement de retraite. Et quand je liquiderai mes droits, je me rappellerai au bon souvenir pour dire maintenant, je vous demande à vous, entreprise dans laquelle j'étais il y a 2 ans, il y a 4 ans, il y a 10 ans, de me payer ma rente de retraite. Et la réglementation couplée à la position de l'administration de la DSS fait que les employeurs doivent, pour une partie, préfinancer cet engagement entre les mains d'un organisme assureur. Et ce système, il connaît un grand nombre, sur le texte, je vous en fais, mais il connaît 6 caractéristiques vraiment très favorables. On va voir que le système n'est pas parfait. Donc, dans la liste des outils à avoir, là, il faut avoir l'esprit. Donc, je rappelle, qu'est-ce qu'on a comme dispositif de retraite d'entreprise? Globalement, vous avez soit effectivement le PERO, l'ex-83, système à cotisation définie. Et donc là, vous avez une exonération fiscale et sociale dans une certaine limite. Mais quand vous êtes au plafond de cette limite-là, les droits que vous pouvez vous constituer, pour avoir des droits à peu près corrects, il faut commencer très tôt. Si on commence à partir de 50 ans, déjà, la période se raccourcit. Et pour se constituer des vrais droits, c'est performant, ça reste intéressant. Mais ça réduit mécaniquement les droits. Là, ici, on peut atteindre des avantages de retraite beaucoup plus importants, j'ai envie de dire, sans aucune comparaison possible. Alors, bien sûr, avec un coût
en face. Mais alors, quels sont les avantages? Premièrement, premier avantage, c'est donc d'avoir des droits certains. Donc, moi, je prends un engagement employeur, je dis je promets X% du salaire, et chaque année, vous avez une sorte de bâtonnet de droit, une capsule de droit, qui est un droit certain, un droit acquis. Vous avez une créance certaine en la matière, donc ce n'est pas conditionné. Deuxièmement, c'est pour me signifier que je dois... des droits significatifs. Alors, des droits significatifs, on peut, j'ai pas dit on doit, on peut au plus aller jusqu'à 3% de la rémunération par an d'engagement, au plus. Et la rémunération elle-même n'étant pas limitée. C'est-à-dire que si j'ai, par exemple, un cadre, un mandataire social qui touche 9 plafonds de sécurité sociale, je peux faire 3%, 9% de 9 plafonds de sécurité sociale. Il n'y a pas de limite en la matière. Donc je peux aller jusqu'à 3, et sur la carrière entière, tout employeur confondu, cette addition de pourcentage ne peut pas aller au-delà de 30. Je promets 1, je promets 1, je promets 1, ça fait 3. J'en rajoute 2, ça fait 5. Voilà. Et à 30, là on arrête, on ne peut plus faire d'engagement. Autant vous dire que quand vous êtes à 30, voilà, vous avez réglé le problème de la retraite. Mais en tout cas, c'est-à-dire que je peux très bien prévoir 0,5% par an. Je peux même prévoir un 0,05 si je veux, par exemple pour permettre à mes salariés de payer leur complémentaire santé quand ils seront à la retraite. On peut envisager. Mais voilà, on a cette possibilité en la matière. Troisième chose, point très important, aucun décaissement pour le bénéficiaire pendant la phase de construction des droits. Quand j'ai décaissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bénéficiaire ne paye, au moment de la création des droits, aucun impôt sur le revenu, aucune cotisation sur les sociales, aucune CSG-CRDS, aucun forfait social pour l'entreprise. Alors, 2 forfaits sociaux, on verra que l'entreprise paye autre chose, elle. L'entreprise, elle paye sur chaque prime d'assurance une contribution spécifique de 29,7%. Pourquoi 29? Parce que c'est théoriquement l'addition du forfait social et de la CSG-CRDS. Donc on a fait payer par l'entreprise la CSG-CRDS, c'est ce que je veux dire. Donc le salarié, lui, pendant qu'il constitue des droits, 0 engagement. Donc c'est vrai que pour ça, assez mécaniquement, c'est quand même un dispositif de cadre supérieur, enfin, c'est la chose entre nous, hein, ou de dirigeants. Un salarié qui a, par exemple, 50, 52 ans, c'est le bon âge. Pourquoi? Parce que, notamment, il ne paye pas d'impôt sur cet avantage-là. Donc, il y a un effet de trésorerie fiscale pour lui, vous voyez. Si on lui alloue un autre avantage soumis à impôt, il paye tout de suite de l'impôt. Alors, s'il paye de l'impôt sur le financement tout de suite, il ne le paiera pas à la sortie. Là, c'est l'inverse. Il ne paye pas d'impôt au sein du financement, alors qu'il paiera de l'impôt sur la rente. Mais donc, il y a un effet de trésorerie fiscale qu'il faut avoir à mesurer. Quatrième avantage du système, alors celui-là, il n'est pas neutre du tout. Le système est totalement libéral, au sens qu'il peut être totalement individualisable, totalement. Donc, vous oubliez les catégories objectives, vous oubliez les contraintes de ceci, de cela, de machin, de bidule. Le système, on peut dire, ça bénéficie à une personne. Et la DSS a bien relevé la chose. Dans une instruction, dans une circulaire, elle a dit ça peut même être porté dans le contrat de travail. Moi, j'aurais tendance à vous déconseiller de le porter dans le contrat de travail. Pourquoi? Parce que si c'est dans le dur du contrat de travail, le jour où vous voulez le supprimer, il faut modifier le contrat de travail. Ou alors, vous prévoyez un avantage dans le contrat de travail à durée déterminée, dans le contrat de travail, et vous dites on se fait une clause de revoyure dans 3 ans pour savoir si on réenclenche le système. Mais pendant 3 ans, je vous garantis, bim 1%, bim 1%, bim 1%. Puis au bout de 3 ans, on en reparle. Mais ça peut être individualisé. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Mais il y a un formalisme particulier. Alors, il n'y a pas de formalisme particulier. On va voir simplement, il n'y a pas de formalisme particulier. Ni DUE, on le fait comme on le veut. Alors généralement, on fait un règlement de retraite qui vaut DUE. Voilà. Parce qu'il faut bien quand même le mettre dans un document. Donc, mais il n'y a pas toute la contrainte prévoyance santé retraite classique, c'est ce que je veux dire. Et donc c'est quand même intéressant. Alors il n'y a pas d'exigence de non-substitution. Vous savez, la non-substitution, vous connaissez en épargne salariale où on dit si je veux créer un système d'intéressement, il ne faut pas que j'ai supprimé un élément de salaire pendant les 12 derniers mois. Bon, ça vous oubliez. Conséquence de quoi, j'ai déjà 2 clients qui ont fait un switch. Ils ont dit on arrête tel élément de rému, tel système de prime qui ne fonctionnait pas, et on le remplace par un système de retraite. D'autant plus pourquoi? Parce que soit pour les mandataires sociaux, ou, deuxième catégorie, pour les salariés dont la rémunération dépasse 8 plafonds, il faut les trouver, hein, c'est vrai
eh bien, il faut conditionner l'avantage à des conditions de performance. Sauf que, point très intéressant, le texte ne dit pas quelles conditions de performance, et la direction de la sociale a dit l'entreprise est totalement libre de fixer les conditions de performance qu'elle veut. Conséquence de quoi, on peut très bien faire un système de retraite avec des conditions de performance tranquille, hein, où voilà, on sait qu'on dit l'accroissement du chiffre d'affaires qui est 5 points en dessous de ce qu'on a, 3 points en dessous de ce qu'on avait prévu de toute façon en mode prudent, donc on sait qu'on va l'atteindre globalement. Faut éviter vraiment l'évidence même où ça devient une non-performance. Ou alors au contraire, on peut prévoir une vraie condition de performance dure à atteindre pour dire, voilà, il y aura un vrai élément de salaire différé. Et moi, j'ai récemment eu à connaître ça dans un groupe non coté où il y avait des exigences de recrutement de certains talents 48, une cible 47, 48, 55 ans. Et les actionnaires familiales disaient nous, on ne veut pas faire de plan d'action. On ne veut pas sortir d'action. Voilà. Derrière, je dis oui, mais enfin bon, vous êtes sympa, mais enfin, vous me demandez de faire venir des talents. Voilà. Et on est en train de finaliser le fait qu'on fait un système de retraite de ce type, conditionné, où on dit effectivement, si vous atteignez les performances, bah, à chaque fois que vous atteignez les performances, ce qu'on appelle parfois en bon français le LTI, donc le variable moyen-long terme, et on dit, bah, on fixe des objectifs à 3 ans, puis tous les 3 ans, on décale d'un an la durée de 3 ans, et à chaque fois, si vous l'atteignez, bim, vous avez le droit à tel engagement de retraite à droit certain. Étant précisé que quand l'entreprise s'engage, c'est de la vraie rémunération différée pour l'intéressé. Pourquoi ? Parce que le dispositif, soit je touche la rente à terme, soit, ce qui arrive un jour ou un autre, je vous préviens tout de suite, je décède après ma retraite. Ça arrivera. Il faut bien se le dire, il faut s'en convaincre. Et dans ce cas-là, je peux prévoir une réversion. Soit je décède avant la retraite, et dans ce cas-là, on peut prévoir ce qu'on appelle une contre-assurance. C'est-à-dire que l'argent qui a été bloqué pour l'intéressé est versé à un de ses proches. Donc ça veut dire que l'argent que l'entreprise met de côté dans ce dispositif, c'est pas du tout de l'argent perdu. Donc c'est du vrai de vrai. Donc c'est quand même intéressant. Et puis dernier point, le système est totalement cumulable avec tout autre dispositif. C'est un système à part entière. Vous n'avez pas des cumuls d'enveloppes en la matière. Il a sa propre vie autonome. Donc quand on voit toutes ces conditions, on se dit tout ça est quand même très sympathique, ça offre des vraies perspectives pour mettre un triple turbo sur le dispositif de retraite. Après, comme la perfection n'est pas de ce monde, et en fait on n'est pas passé très loin de la perfection, hein, pour avoir échangé beaucoup avec la DSS dans l'organisation de ce système, on avait même essayé de pousser un sujet pour que ce soit encore mieux, mais enfin, il y a un moment où ils nous ont vu un peu venir. C'est que le seul point, c'est que quelle est la limite qu'il faut avoir à l'esprit, mais qui n'est pas du tout insurmontable, c'est que simplement après, l'entreprise paye une contribution de 29,7 sur le financement. Et deuxième chose, l'intéressé paye l'impôt sur la rente, les prélèvements sociaux classiques, et paye une contribution sur la rente. Donc quand on prend l'intégralité du système, on peut débattre, on peut interroger le fait de savoir si c'est performant. À cette question-là, la réponse pour moi est la suivante, c'est que ça dépend. Si je parle à quelqu'un qui a 61 ans, qui touche 9 plafonds de sécurité sociale de rémunération, j'aurais tendance à lui déconseiller. Si j'ai en face de moi un ou une dirigeante qui a 50 ans, qui touche 5 plafonds et demi en la matière, j'aurais tendance à lui conseiller. Voyez ? Donc tout dépend qui on a en face de nous, le profil. On peut faire un système très simple, très basique pour des dirigeants mandataires sociaux avec des conditions de performance très très relax, très acquis, et le système il avance très très bien. Ou alors on peut faire quelque chose au contraire pour des cadres dirigeants soumis à des conditions de performance. Là encore, pour parler français, très challenging, voilà, on peut le faire comme ça. Mais l'avantage de ce système-là, c'est qu'il présente voilà, des applications très larges que j'ai déjà eu à mesurer, moi, pour des entreprises de taille très différentes. Effectivement, une PME avec une belle trésorerie qui a l'intention de donner un avantage spécifique à certains de ses salariés,
et qui ne veut pas aller sur d'autres mécanismes d'actionnariat, par exemple, ça peut être une réponse. Voilà. Donc, vous devez l'intégrer dans votre liste des dispositifs existants. Donc, vous avez soit, j'ai dit, le PERO, qui est bien, mais qui a un plafond d'exonération qui fait qu'il faut du temps pour se constituer des droits. Soit vous avez le 82. Alors, le 82, bon, c'est ni plus ni moins que du salaire qu'on met dans un contrat de capitalisation. C'est pas inenvisageable, bien sûr. Seulement, au moment où j'attribue la prime, l'intéressé, il paye de l'impôt et des charges plein fer comme du salaire sur quelque chose qu'il touchera qu'à terme. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une charge de trésorerie d'impôt qu'on subit tout de suite. Est-ce que c'est intéressant et valable? Chacun appréciera. Contrairement, effectivement, à ce dispositif qui, en fait, déporte la charge fiscale au moment de la rente. Et a fortiori, s'il y a une baisse du taux marginal, ça peut être intéressant de se retrouver avec une charge fiscale sur la rente. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut être le cas. Donc ça, vous pouvez appréhender le système de ce point de vue-là. Tout dernier point quand même, il y a une limite au système, limite, mais qui est pour beaucoup d'entreprises déjà réglée, c'est que si vous voulez organiser un système de ce type, dans l'entreprise qui porte le risque, il faut que tous les salariés aient accès soit à un PERCO, soit à un PERCOL, soit à un 83, soit à un PERO. Vous comprenez la remarque, c'est qu'en fait, dans l'entreprise qui porte ce type d'engagement, pour bénéficier de l'exonération d'impôts et de charges au financement, il faut que les salariés de cette entreprise-là aient tous accès à un système de retraite supplémentaire qui peut prendre la forme d'un PERCO, d'un PERCOL, d'un 83 ou d'un PERO, tout salarié. Alors là encore, cette contrainte, ou je ne sais quel mot employer, il faut la relativiser. D'abord parce que beaucoup d'entreprises, on peut très bien recourir par exemple à un PERCOL, qui est le PERCO de nouvelle formule. Vous me dites si ou seulement l'entreprise finance uniquement les frais de gestion et pas plus. Voilà. Et dans ce cas-là, on s'arrête là. Et c'est souvent les entreprises ont retenu ce type de façon de faire, simple. Voilà ce que je pouvais dire. J'insiste bien sur le point que, et ça fait un lien important. Donc vous retrouverez, quand on vous adressera le document, le détail, nous y voici, de la fiscalité des charges sociales sur le dispositif. Bien sûr, le système, la prime d'assurance est déductible de l'impôt sur les sociétés, j'ai oublié, des bénéfices, pardon. Pas de l'impôt, je m'exprime mal, vous pouvez m'en excuser. Est déductible des bénéfices soumis à l'IS. C'est une charge de personnel déductible des bénéfices soumis à l'IS, ce qu'il faut l'intégrer dans le calcul global. Et donc, là où vous avez un petit effet moins positif, c'est ça, c'est que l'intéressé paye une contribution spécifique. Et là où vraiment, je suis obligé de le dire, cette contribution est vraiment désagréable, ça, je suis très triste, c'est que c'est une contribution qui n'est pas déductible fiscalement. Donc ça, c'est pas très sympathique. Et j'ai une fois, pour tout vous raconter l'histoire, j'étais devant deux interlocuteurs au bureau A sur 1 de la Direction Générale du Trésor pour parler de ça. Et on était en train d'essayer de pousser un peu sur ce sujet. Et je dis non, quand même, franchement, 14%, je n'ai pas dit exactement comme ça, mais 14% de déductible quand même. C'est pas... Et on m'a répondu, oui, on peut aussi ne pas faire du tout ce système. Je dis, bon, écoutez, on va passer au sujet suivant, d'accord. J'ai dit, ok, j'ai pas insisté. Voilà. Mais en tout cas, ce système, il peut, dans un certain nombre de cas, être très performant et très utile. Et donc, dans votre vision des politiques retraite, soit parce que vous êtes en entreprise, soit parce que vous conseillez les entreprises, je crois qu'il y a certains experts comptables présents ici, il faut l'intégrer dans le champ des possibles, dans la boîte à outils en la matière. Il faut bien comprendre, c'est quoi qu'on en pense, quoi qu'on dise, qu'on le regrette ou qu'on s'en réjouisse, il va y avoir des écrêtements des retraites obligatoires. C'est également, je ne manie pas la boule de cristal, mais enfin, penser que les régimes de retraite obligatoires, c'est-à-dire Sécu et Agir Carco, vont permettre dans les années futures d'accroître le taux de remplacement, je crois qu'on peut tranquillement considérer que c'est quasi impossible, de telle sorte qu'il y aura un besoin de plus en plus important de revenus supplémentaires. On a ici un dispositif qui répond à sa manière. On n'est bien sûr pas obligé d'être à 3%, comme disait Motard, la poignée dans le coin. On peut en faire un système beaucoup plus raisonnable à 0,5, parce que bien sûr, derrière, il faut le financer, tout ça, c'est un coût. Mais c'est un dispositif qu'il faut avoir à l'esprit en la matière. Je vous invite à le regarder plus en détail, si nécessaire.
Est-ce que ça génère des questions? Je regarde l'heure, je crois que je dois arriver à peu près à l'heure prévue. Euh, Maintenant, je vous regarde bien en face des yeux. Si un jour je vous rencontre, notamment dans la rue, je vous demanderai si vous vous souvenez de l'histoire de la protection sociale 1947. Je vous interrogerai. Faites attention, hein, rasez les murs si nécessaire, parce que je vérifierai si vous êtes toujours au point sur l'histoire. Et donc, en tout cas, de façon très conclusive, au-delà de vous remercier, bien sûr, et l'ensemble du cabinet AV Basset, vous avez l'opportunité d'intervenir devant vous. Ce que vous devez retenir en synthèse de l'échange, une fois, c'était Desproges qui avait fait ça à la fin d'un spectacle. Il avait dit, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, là aussi il faudra le couper, c'est qu'il avait dit, pour ceux qui ont fait croire à d'autres personnes qu'ils étaient à mon spectacle, je leur fais la synthèse maintenant s'ils m'ont rejoint juste à la fin. Donc les personnes étaient entrées. Donc c'est bon, il faut vous retenir plusieurs choses. C'est que les deux choses que vous devez retenir, c'est sur vos opérations prévoyance santé, surveiller si vous êtes en régime cadre assimilé versus non cadre. Là, il y a une évolution à mener et qui suppose que vous sachiez ce que votre branche a organisé pour bien sûr identifier les 2-1, 2-2 et l'extension, et éventuellement arbitrer pour dire, bon, en fin de compte, l'extension 36, je l'abandonne. Et là, il y aura une évolution de l'acte collectif en la matière en vous rappelant que toute autre modification ne vous fait pas sortir de la période transitoire. La deuxième chose, c'est que de toute façon, vos actes collectifs, vous devez les modifier pour intégrer cette condition très, très spécifique, vous savez, sur les suspensions de contrat de travail. Et puis le dernier sujet, c'est d'intégrer dans votre vision de protection sociale le fait que si vous avez des réflexions retraite, vous pouvez inclure, j'allais dire vous devez inclure dans vos réflexions ce dispositif, qui est certes un dispositif plutôt haute rémunération, hein, qui est fait pour des hautes rémunérations principalement, même si on y a trouvé bien des applications. Mais en fait, voilà, de retenir que ça fonctionne bien et que c'est un dispositif qui, en plus, n'est pas contraint par le temps. On peut le faire pour 1 an, pour 2 ans, on peut le faire spot en une fois. Vous voyez, c'est pas un système qui s'inscrit nécessairement dans un temps long. On peut le prévoir, mais que c'est, de ce point de vue-là, assez libre, assez libéral. Écoutez, on peut conclure là-dessus. Pour une fois qu'un dispositif est relativement d'essence libérale, profitez-en, ce ne sera pas toujours le cas. Je vous remercie beaucoup. S'il y avait d'autres questions, mais peut-être la conclusion, le mot conclusif. Je n'ai pas de conclusion particulière, si ce n'est de prolonger l'échange dans les jours qui viennent, si ça décante, si vous avez des questions, passez par nous, allez vers le cabinet Avanti directement si vous voulez. Mais on continuera à vous accompagner là-dessus, et puis effectivement, suivez-nous et on continuera à vous nourrir d'informations utiles, je l'espère. Voilà, merci.